7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. La dictature en marche, répression, censure, interdiction, dissolution. Comment aussi les banques ferment les comptes des dissidents? On va en parler ce matin avec nos deux invités, François Bousquet et Daoud Bouguezala. Bonjour à tous les deux. Bonjour Corentin. François Bousquet, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Daoud Bouguezala, vous êtes journaliste chez Causeur. Alors, donc François Bousquet... Chez Éléments. Chez Éléments, oui, excusez-moi. Donc, le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses. Alors, François Bousquet, donc, dans cette une d'Éléments, vous dites que nous sommes donc dans une démocratie, une dictature justement en marche. Nous ne sommes plus en démocratie, une démocrature et même une anarcho-tyrannie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme d'anarcho-tyrannie ? Oui, au préalable, notre titre est un peu fort, évidemment, on joue sur les mots des marcheurs, En Marche en 2017, la dictature en marche avec un point d'interrogation. Évidemment, on nuance légèrement en page intérieure ce titre qui est une accroche de U. Néanmoins, on sent que l'étau se resserre autour de nous depuis quelques années, en tout cas auprès des dissidents patriotes ou identitaires. Alors comment qualifier la nature du régime qui est le nôtre? La dictature, moi j'ai pris l'habitude de dire que c'est un peu comme le Canada Dry, ça a le goût de la dictature, ça ressemble à la dictature, mais ça n'est pas exactement la dictature. Ça n'est pas non plus exactement le totalitarisme, je pense au titre de Mathieu Bock-Côté à son dernier essai, mais qui est plutôt consacré au phénomène du wokisme et à la pression que les woke exercent sur nous, le totalitarisme sans le goulag. Donc nous, on a opté pour un autre terme que l'on doit au génie inventif, parce qu'il faut le saluer, de l'alt-right, des droites radicales américaines, en l'occurrence là plutôt conservatrices. C'est Samuel Francis qui a défini il y a une dizaine d'années de cela, même une quinzaine d'années de cela, la nature du régime qui est en train de se répandre un peu partout en Occident, dans tout l'espace de l'OCDE, donc Amérique, France, Europe, ailleurs, ce qu'il appelait l'anarcho-tyrannie. Il serait plus juste de parler de tyrannie anomique. Anomique, le mot est un peu difficile. C'est le nomos, c'est la loi, précédé par le A, qui est un A privatif, c'est l'absence de loi. Donc on a l'articulation de deux choses, comme sur le plan de la dialectique, avec une thèse et une antithèse. Et la synthèse, c'est cette anarcho-tyrannie, c'est que d'une part, on a une sorte de régime anomique, anarchique, c'est-à-dire que les lois ne s'appliquent pas ou ne s'appliquent plus à l'élite, moi ce que j'appelle la canaille d'en haut, parce qu'elle est au-dessus des lois, et également à la voyoucratie qui est, elle, en dessous des lois. Et la tyrannie, au contraire, s'exerce que contre les classes moyennes, que contre les gens ordinaires, et c'est à partir de là que Samuel Francis a inventé ce néologisme. En gros, et pour résumer, c'est à la fois un État feignant, un État roi feignant pour les délinquants en col blanc, mais les délinquants tout court également, qui passent, je l'ai dit, au-dessus et en dessous des lois. Et à côté de ça, un État léviathan pour les gens ordinaires. Quelques exemples pour être le plus explicite possible. Remontons à la question au Covid. Le Covid, c'est fascinant. L'État, le garde des Sceaux libère des milliers de prisonniers. Je ne sais pas si vous avez en tête, on a libéré des milliers de prisonniers, de peine, moins d'un an. Et à côté de ça, donc les prisonniers, on les sort de prison. À côté de ça, le randonneur ou le vététiste qui prit d'envie de faire un petit saut dans les Vosges, ou sur une plage bretonne ou normande, on lui envoie un hélicoptère. Donc on a un deux poids deux mesures. Regardez les peines sidérantes qui ont été prononcées contre les émeutiers. Ce ne sont jamais que des émeutiers qui ont pris d'assaut le Capitole. Je crois que la peine la plus lourde, c'est 22 ou 23 ans de prison. Donc énorme. On a un contraste, c'est énorme. Salvini en Italie, est menacé en Italie parce qu'il a fait affréter un bateau de migrants de 16 ans de prison. Donc il y a un hiatus, il y a un décalage considérable entre comment sont traités donc véritablement les criminels, ou en tout cas les voyous, et puis comment sont traités les gens innocents. C'est fort avec les faibles et faible avec les forts. Justement, Daoud Bouguezala, vous avez parlé, François Bousquet, notamment du Covid, mais comment cette anarcho-tyrannie a été mise en place? Parce qu'elle est venue de manière, on va dire, démocratique, enfin sans coup d'État, sans l'usage de la force. Absolument, c'est tout le côté pernicieux et d'un certain côté indéboulonnable de la chose, c'est-à-dire que un coup d'État ou même une révolution démocratique n'y changerait pas grand-chose. Alors que vous preniez par n'importe laquelle de ces faces, je pense notamment à tout ce qui est répression bancaire, dans lequel l'État n'a pas grand-chose à voir en fait. Si vous voulez prendre cet exemple-là, c'est un système particulièrement pervers dans la mesure où
Oui, alors, il est mondialisé. on a des témoignages, on en parlera peut-être un petit peu plus après, mais moi je voulais vous parler justement de cette passivité de la population, parce qu'on dit on est dans une dictature qui arrive et tout, mais entre guillemets, il y a une partie de la population qui est responsable parce qu'elle est passive, justement, elle laisse faire cette dictature en marche. Alors, je serais moins sévère que vous. J'emploierais pas forcément le mot passivité, dans la mesure où il y a quand même des élections. Et il y a une part de souveraineté, du moins apparente, mais faut-il encore que cette souveraineté, dans ses expressions, soit entendue? Je pense notamment à tous les référendums restés sans suite. En 2005, la souveraineté du peuple a été bafouée. Depuis, le gouvernement s'est bien gardé de réitérer l'exercice. Je pense notamment à tous les sondages d'opinion. Bon, il se trouve que le système politique institutionnel actuel est verrouillé pour X raisons politiques, où vous avez une reconduction permanente d'une minorité macronienne, qui est en fait en partie aussi la responsabilité de l'autre camp, il faut bien le dire. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu un coup d'État des juges un beau jour, même si on peut retracer les jalons de cette évolution, hein, le fait que le juge constitutionnel en 71 se soit arrogé le droit de juger au nom de principes supraconstitutionnels, le fait de cette jurisprudence, ça a été très progressif. Là-dessus, on va revenir sur cette progression petit à petit, l'arrivée donc de cet état de droit, notamment il y a donc une interview de Guilain Benessa dans ce dernier élément. François Bousquet, vous connaissez la règle, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, puis je reviens vers vous, Daoud Bouguezala. Ligne droite. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Alors, Daoud Bouguezala, je vous ai interrompu pour faire passer évidemment le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Vous parliez donc de l'état de droit. Et pour vous, il y a une démocratie, mais c'est plus l'état de droit. Il n'y a pas eu ce que vous dites, un coup d'état des juges un jour, mais ça s'est fait donc progressivement. L'état de droit c'est imposé en France. Oui, il y a eu un grignotage et un délitement progressif qui fait que, effectivement, lorsqu'on parle de démocratie libérale, aujourd'hui, il s'agit de plus en plus d'un oxymore. Ils font que l'inflation des libertés individuelles a fini par nuire à la souveraineté. Je pense notamment à tout le droit sur l'immigration. On pourrait citer maints exemples. D'ailleurs, nos deux juristes invités dans notre débat, Guilain Benessa et Thibault Mercier, le détaillent parfaitement, si bien que il y a quelques années, vous savez, le conseiller un petit peu l'éminence grise, le visiteur du soir de François Fillon un jour, d'Emmanuel Macron un autre, François Sureau disait que si vous voulez une image de l'avenir de la France, vous pouvez imaginer une manifestation de gilets jaunes réprimée à coups de LBD pour protéger un couple allant à Madrid faire une GPA pour s'acheter un enfant. C'est un petit peu ça, caricaturalement, ce qui nous guette, c'est-à-dire une espèce des libertés politiques, ce qu'on appelait les libertés des anciens qui fondent comme neige au soleil, et puis à côté de ça, des libertés des modernes qui finissent par fleurir, qui sont même plus des droits de l'homme ni de la femme, mais du transgenre, de l'indéterminé, de l'individu roi, dont on ne connaît même plus la nature. Donc il y a ce divorce progressif, alors qu'au 19e siècle, ça nous apparaissait naïvement la nation, la démocratie, le libéralisme comme des alliés, en tout cas chez certains auteurs. Aujourd'hui, on voit de plus en plus que le citoyen est délaissé et totalement dans le plus grand désarroi face à cette situation, cette crise démocratique. Alors, François Bousquet. Simplement, oui, rien à ajouter, enfin si, à ajouter à ce que dit Daoud, hein, à compléter, disons, oui, il y a un arsenal réglementaire, juridique, qui est en train de nous asphyxier peu à peu, mais aujourd'hui, on est confronté à un problème de l'exécutif. C'est l'exécutif, pas le législatif. On donne des chiffres dans le dossier. Sous Macron, sous les 2 mandats Macron, il y a 36 demandes de dissolution. 36. Voilà. Ça, c'est l'exécutif. 17 qui sont apparentés à la mouvance islamiste. 16 à l'extrême droite, 2 à l'extrême gauche. Or, c'est l'extrême gauche qui est beaucoup plus violente, on l'a vu à Sainte-Soline. Dans le journal de 8h, vous rappeliez la manière dont Trump, ce sont des techniques d'anarcho-tyrannie, dont Trump et Marine demain, parce qu'il y a un procès sur les assistants parlementaires de l'Union européenne, avec une menace de privation de droits civils et donc d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Donc on est confronté à un exécutif. Il y a eu un coup d'État aux États-Unis en 2020.
Trump, là, on parle de Trump, il y a quantité de mise en examen sur Trump, donc il faut le rendre inéligible. C'est assaut du Capitole, on l'a dit, c'est le recel de documents. C'est également la fraude électorale. C'est l'affaire que vous évoquiez pour le journal de 8 heures. Mais il y a eu un coup d'État furtif aux États-Unis en 2020. Musk l'a montré. Quand Musk a racheté Twitter, il a montré qu'il y a eu un coup d'État furtif. C'est que toutes les infos qui pouvaient mettre en péril Joe Biden, à travers son fils, ont été censurées, filtrées. Donc on est réellement pris en étau à travers un gouvernement des juges, enfin en tout cas une émancipation des juges qu'évoquait Daoud Boughezzala, d'une part, et de l'autre, un exécutif qui, comme un animal blessé, car c'est un animal blessé aujourd'hui, est en train de piétiner les droits fondamentaux. Donc c'est la raison pour laquelle, si ça n'est pas la dictature, ça commence à en prendre un tout petit peu la couleur. Oui, vous parlez de démocrature. Alors, vous parlez aussi de la passivité de la population. Moi, je voulais revenir là-dessus. Vous dites ils sont comme des autruches. C'est notamment le livre de Nicolas Vidal, qui est chroniqueur chez nous aussi. C'est une espèce d'autruche, de tube digestif qui finalement tout passe et il n'y a pas de révolte. Il n'y a pas un sentiment de révolte, François Bousquet, face à cette dictature en marche. Parce que finalement, elle est assez... elle est indolore, entre guillemets. Oui, il y a un consentement, mais jusqu'à un certain point, comme l'évoquait Daoud Boughezzala, c'est qu'il y a un déni du principe démocratique. C'est qu'on est confronté, d'une part, la GPA, c'est les libertés individuelles, l'extension indéfinie des libertés individuelles, et de l'autre, un peuple qui est bâillonné. Je sais combien vous êtes attachés, nous aussi, au livre de Guillaume Travers sur la société de surveillance, mais de fait, toutes les conditions sont réunies pour que cette société de surveillance se déploie au niveau mondial. Donc les populations ne sont pas seulement consentantes, elles sont muselées, elles sont bridées. Mais il ne nous a pas échappé que depuis quelques mois, les tracteurs, les taxis, les policiers, enfin que sais-je, quantité de gens sont en train de soulever, alors certes pour des raisons sociales, mais enfin il y a un mouvement de protestation qui couve de façon souterraine et qui finira par se cristalliser. En tout cas, ce sont nos espérances. Alors Daoud Boughezzala, dans cet élément, il y a aussi donc une interview avec Laurent Oberton qu'on connaît ici, notamment l'auteur de Guérilla, puis de La France Big Brother, la France interdite. Et la France Orange Mécanique. Ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de maître parce que les gens font ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'il explique que finalement, les gens n'osent plus avoir une certaine pensée parce qu'ils savent que c'est la garantie d'une mort sociale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que c'est une dictature sans maître, c'est encore plus facile, finalement. Je pense, alors bon, il s'agit un peu du paradigme de pensée de Laurent Berton qui voudrait aussi s'émanciper de l'État. Je pense que Internet aussi, pour le pire et le meilleur, peut en partie libérer la parole, comme disent certains. Ça peut donner des espèces de déjections logoréiques sur Twitter, des choses assez viscérales. Ça peut donner des choses plus intéressantes du côté des lanceurs d'alerte. Je serais peut-être moins sévère que lui. Il y a une part d'autocensure, en tout cas, il est là où je lui donne raison, dans le champ public, enfin même auprès de vos pairs, de vos collègues de bureau, etc. Oui, il est pas forcément de bon ton d'exprimer certaines opinions qui sont censurées ou vilipendées par la majorité des médias, dirons-nous. Après, oui, on revient toujours en fait aux tensions, aux ambiguïtés des notions de démocrature, d'anarcho-tyrannie. En fait, rien n'est vraiment interdit. Encore que François Bousquet a raison, il y a de plus en plus d'interdictions émises par l'exécutif. Donc rien n'était vraiment interdit jusqu'à une date relativement récente. Et en même temps, rien n'est possible d'un point de vue politique. C'est tout le paradoxe et toute la cruauté de cette époque-là pour ce qui se veut des démocraties d'opinion et au moins de façade. Alors, on l'a vu, donc il y a cette dictature, cette démocrature en marche, donc une anarcho-tyrannie, anarcho avec les criminels et donc une tyrannie avec les innocents et des innocents qui se laissent plutôt faire, parce qu'ils sont assez indifférents. On l'a vu notamment avec cette époque du Covid, mais il y a aussi des dissidents. Donc on l'a dit et vous en avez parlé tout à l'heure, François Bousquet.
Notamment, il y a eu 36 demandes de dissolution, dont des dissolutions donc, de groupes d'extrême droite. Vous citez un article du Monde, c'était le 18 décembre 2023. Il y a un préfet qui révélait que le ministère de l'Intérieur avait mis une pression incroyable pour multiplier les arrêtés contre les groupuscules dits d'ultra-droite, et ils avaient du mal à trouver des motifs juridiques valables. Donc ça veut véritablement dire qu'on utilise l'arsenal juridique de manière idéologique pour détruire des opposants idéologiques à la Macronie. Oui, là en l'occurrence, oui, c'est un préfet qui, dans Le Monde de décembre 2023, c'est un verbatim d'un préfet, donc sous couvert de l'anonymat, qui rappelle qu'en mai de cette même année, 2023, le ministère de l'Intérieur a envoyé à tout le corps préfectoral, qu'il est en train de démanteler, comme il a démantelé le corps diplomatique, des consignes pour faire interdire ou dissoudre la plupart des structures dites d'ultra-droite. Désormais, il n'y a plus d'extrême-droite, c'est l'ultra-droite, donc c'est une nouvelle catégorie surdiabolisante, si je puis dire. Il se trouve que les choix faits par le ministère de l'Intérieur, Darmanin, je crois qu'il y a une peur panique aujourd'hui au sommet de l'État. Pendant que je parlais d'animal blessé, peur panique de la poussée de Marine Le Pen et du Rassemblement national, d'où la question de l'inéligibilité. La lecture que nous faisons à Éléments, c'est que le cordon dit sanitaire, mis par l'arc républicain. Pour éviter toute possibilité d'alliance entre la droite RPR, UDF, aujourd'hui les LR, pour ne pas les citer, et le Front National, est en train, petit à petit, on l'a vu aux législatives, où 89 députés ont été élus, avec pas mal de voix qui venaient des LR, du RN, ce cordon est en train de se relâcher, d'avoir de plus en plus de mou. Donc on remplace de plus en plus ce cordon sanitaire par un cordon judiciaire, c'est-à-dire un cordon répressif, et qui ne vise que l'ennemi principal qui menace le pouvoir en place, c'est les populistes, en l'occurrence Marine Le Pen. Donc oui, Darmanin est en train de mobiliser, on peut même dire que Darmanin est en train de détourner, comme Emmanuel Macron, mais c'est une technique, là encore il y a une technique d'anarcho-tyrannie, c'est la technique dite, alors pardonnez mon anglais du Limousin, enfin en l'occurrence du Rouergue, lawfare, c'est-à-dire du legal warfare. C'est-à-dire que vous servez d'un arsenal juridique dont vous disposez, par exemple la loi sécurité intérieure pour Macron, il s'en est servi pour éloigner de lui les casserolades, parce qu'il y a un périmètre de sécurité. La loi séparatisme, où on n'a pas nommé la question centrale du séparatisme qui est l'islamisme. On met sur un même plan, au nom de la tenaille identitaire, qui met sur un même plan les indigènes et les immigrés, ce qui est problématique, a permis à Darmanin, au ministère de l'Intérieur, de motiver ses décrets de demande de dissolution qu'il a présentés devant le Conseil des ministres. Donc oui, il y a un pouvoir à la fois judiciaire et à la fois politique qui nous met en péril. Et simplement, si vous permettez, c'est que je rebondis sur ce que vous disiez avec Daoud Bouguezala, consacré un dossier, je pense que c'est la première enquête vraiment consacrée au sujet, en tout cas la plus fouillée, sur la question de la répression bancaire. Les interdits bancaires. Là, on sort du cadre. Mais si vous parlez de consentement, c'est que sortir de l'autoroute à 3 voies, macronisme, sortir de l'autoroute à 3 voies du libéralisme de plus en plus autoritaire, présente un certain nombre de risques. À commencer par le risque de non seulement il nous baïonne, et en plus, il nous assèche financièrement. Avant peut-être d'introduire ce sujet, moi, je n'en parle pas dans le dossier que Daoud a réalisé sur les interdits bancaires. Moi, j'ai été placé au mois d'août 2023 par ma banque, PPE. PPE, c'est personne politiquement exposée. C'est-à-dire que mon compte est fermé pendant 3 à 4 semaines. Vous êtes littéralement paralysé. Si je n'ai pas ma femme pour me sortir de l'argent, pour payer, mon compte Google, mon compte Microsoft, s'il est mensuel, il est coupé. Donc, vous prenez un certain nombre de risques. Moi, j'ai tendance à penser que le crédit social à la chinoise, on est en train de le réinventer à l'occidental, avec les GAFAM et les multinationales bancaires, qui ont un pouvoir discrétionnaire exorbitant. On va revenir sur le pouvoir des GAFAM et puis aussi sur le pouvoir de ces GAFAM sans même avoir affaire à l'État, qui peuvent finalement vous empêcher de consommer leurs produits. Mais évidemment, on va revenir sur cette enquête de Daoud Bouguezala sur les dissidents qui ont été interdits bancaires. Nous, on a eu 2 témoignages. Le témoignage de Victor Aubert, donc président d'Academia Christiana, et donc Alice Cordier, elle, du collectif Némésis. Je vous propose qu'on les écoute, puis après, je vous laisse commenter Daoud Bouguezala. On va écouter Victor Aubert, président d'Academia Christiana.
La situation bancaire que j'ai traversée ces derniers mois, alors elle est un peu particulière. J'ai donc à la fois sur mon compte commun avec mon épouse, la carte bancaire avait été désactivée en septembre 2023 sans que la banque ne m'en avertisse et sans que j'ai d'informations particulières. Donc j'ai contacté ma banque, qui était la Société Générale. Je leur ai demandé pourquoi la carte ne fonctionnait plus. Ils m'ont expliqué qu'il y avait une procédure de certification et qu'il fallait que j'envoie des papiers. Alors j'avais déjà envoyé ces papiers, je les ai renvoyés. Ça n'a de nouveau pas fonctionné. Et ensuite, donc j'ai demandé en fait la clôture de ce compte bancaire à la Société Générale parce que j'en avais assez de ces tracas. Et dans la période donc, qui a suivi, j'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque. Et l'argent qui était sur le compte de la Société Générale, sur notre compte commun, a été saisi. Et donc là, mon agence Société Générale ne me donnait plus aucune nouvelle, n'était pas capable de m'expliquer les raisons pour lesquelles l'argent avait été saisi. J'avais bien envoyé tous les mandats qui permettaient de débiter mon emprunt immobilier sur le nouveau compte que j'avais créé. Quand j'envoyais les messages par l'application Société Générale au siège donc, qui gérait en fait, les comptes en cours de clôture, j'avais aucune réponse. Finalement, au bout de plusieurs mois, j'ai fini par avoir une réponse et la situation s'est réglée, j'ai récupéré les fonds, etc. Mais ça a duré quand même de septembre jusqu'à janvier. Et ensuite, pour ce qui est d'Academia Christiana, donc on avait un compte au Crédit Mutuel qui avait été ouvert au courant de l'année 2023. Et nous avons reçu à peu près au même moment que l'annonce de possible dissolution d'Academia Christiana, un avis de fermeture du compte sous 2 mois, sans aucune justification particulière. Et voilà, donc et notre compte a été fermé. On en a d'autres qui sont ouverts et on a créé d'autres comptes. Pour l'instant, on peut toujours faire des dons à Academia Christiana. Voilà, donc ça c'était donc Victor Robert, président d'Academia Christiana. Donc on l'a bien compris, il a eu des soucis, des problèmes avec son compte personnel et le compte de l'association Academia Christiana. Et je vous propose d'écouter Alice Cordier, elle du président du collectif Némésis. Alors, il y a maintenant 2 ans, nous avons ouvert un compte au Crédit Mutuel. Tout s'est bien passé à l'ouverture du compte, il n'y a eu aucun problème. Et en fait, il y a quelques mois, on a voulu changer de présidence. Donc, il faut, quand vous changez de présidence, il faut évidemment que votre banque soit au courant et donc que vous changiez, que vous préveniez votre banque que vous changez. Donc, en fait, là, quand on a fait le changement, pareil, on leur a envoyé le procès-verbal, enfin tout en règle. Et là, en fait, le Crédit Mutuel, nos conseillers se sont plongés de plus près sur notre compte bancaire. Il s'avère que jusque-là, ils ne nous avaient jamais rien demandé, qu'on était toujours en règle, que les dons, notamment les gros dons, étaient toujours justifiés. Enfin, vraiment, on faisait très attention à ça parce qu'on on veut évidemment pas de problème. Après, nous, on est une association, donc on n'a pas tout à fait, on a une fiscalité un petit peu plus légère qu'une entreprise. Il y a moins, en plus, on n'est pas une très grosse association en termes de financement, donc il y a pas de contrôle spécifique à avoir. Enfin voilà, il y a rien de bien méchant à vérifier. Mais suite à ce changement de présidence, on a notre banque qui a commencé à devenir extrêmement virulente à notre égard, à nous demander tout un tas de documents, à nous demander des renseignements, notamment sur nos donateurs, renseignements dont ils n'avaient pas besoin. Ils avaient tous les justificatifs qu'il fallait, on n'avait pas, voilà. Ils ont commencé aussi à vouloir en savoir plus sur nos actions, sur nos membres d'associations. Donc nous, on a répondu à ce qu'on pouvait, mais après, il y a aussi une question d'anonymat qu'on voulait préserver. Enfin, voilà. Donc tous les membres déclarés étaient déclarés, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça non plus. Et puis alors, tout devenait compliqué. On s'est rendu compte que pour donner l'accès au compte en ligne à un autre administrateur, on devait attendre des semaines et des semaines de négociations avec la banque pour avoir accès à une nouvelle carte bancaire pareil. Enfin, ça a été, il devenait soit injoignable, soit harcelant. Donc on a bien senti qu'il nous poussait un petit peu vers la porte de sortie. Et puis, jusqu'au jour où on a reçu un courrier en recommandé nous expliquant que nous devions partir. Voilà. Donc, du jour au lendemain, on avait 2 mois quand même selon les procédures, hein, pour partir, mais sans aucune justification. Il faut savoir que les banques, avec les compagnies d'assurance, il me semble, sont les seules qui ont le droit de ne pas justifier votre exclusion. Donc voilà, donc on a été exclus de façon radicale. Et après, pour avoir parlé avec d'autres associations ou d'autres mouvements un petit peu politiques, ils nous ont expliqué que le Crédit Mutuel, en fait, était assez politisé. En tout cas, hors Crédit Mutuel de Bretagne, tout le reste était quand même très politisé.
et qu'il y avait voilà, il y avait très certainement un lien de corrélation entre ce que faisait notre association, qu'ils ont redécouvert justement à ce changement de présidence, puisque jusque-là, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de problème. On recevait des dons, il y avait des transactions qui étaient faites, des salaires qui étaient versés, enfin, il y avait zéro problème. Et puis jusqu'au jour où on a changé de présidence, et là, ils se sont penchés d'un peu plus près sur nous. Et là, ils ont dû voir en effet qu'on ne convenait pas du tout en tant que client, malgré le fait qu'on était voilà, jamais à découvert, toujours dans les normes. On répondait aux conseillers, on leur donnait les documents dont ils avaient besoin. Enfin voilà, il n'y a pas de souci de contact, quoi. Donc voilà un petit peu la discrimination qu'on a subie. Et on n'est pas les premières. Donc voilà, nous, on a juste essayé de le médiatiser et de ne pas se laisser faire parce qu'en effet, c'est assez inacceptable de voir ce genre de comportement. On est une association féministe, on dénonce les violences faites aux femmes, on ne devrait pas subir de discrimination, notamment basée sur ça, et de discrimination administrative ou de la part de nos banques. Voilà, merci beaucoup de nous permettre de nous donner la parole. Voilà, donc vous avez eu 3 témoignages, donc le témoignage de François Bousquet, qu'on n'attendait pas, du président d'Academia Christiana, Victor Robert, et donc de la présidente du collectif Némésis, Alice Cordier. Vous, Daoud Bouguezala, vous avez fait donc une enquête pour le dernier numéro d'Éléments sur ces interdits bancaires des dissidents. Ces 3 témoignages, finalement, ils vous étonnent pas du tout. Alors, on n'a pas... Et puis... Alors attendez, allez-y, excusez-moi, on a eu une petite coupure de son. Non, ça ne m'étonne pas du tout, dans la mesure où j'ai interrogé ces personnes, François Bousquet compris, et puis tous les témoignages se ressemblent peu ou prou. Il y a une incompréhension à chaque fois, puisque le directeur d'agence ou votre conseiller bancaire, qui est votre premier interlocuteur, ne vous dit rien, pour la bonne et simple raison d'ailleurs que la plupart du temps, il ne sait rien. Il a juste une alerte sur son ordinateur qui explique, une espèce de signal rouge, qui explique que... il faut être particulièrement vigilant, demander des justificatifs, voire en dernière instance fermer votre compte. Mais c'est en interrogeant une spécialiste à la fois de la fraude, ce qu'on appelle nous la répression bancaire, de toutes ces questions de confidentialité un peu pointues, que j'ai pu un peu démêler les chevaux de tout ça. Et alors, c'est un système assez complexe, si vous voulez, je peux vous le résumer. Mais c'est un système assez ubiquitaire qui a pas grand-chose à voir avec l'État français, voire rien du tout. Là encore, on est dans une pyramide de normes internationales et nationales où chaque établissement est contrôlé et a tendance à faire de l'excès de zèle dans la lutte contre le blanchiment, la lutte contre la fraude fiscale oui, toutes ces questions de conformité qui sont les prétextes officiels, en fait, à cette répression qui, de facto, frappe certains mouvements politisés pour la bonne et simple raison que dans les systèmes centraux des banques, vous avez, je vais utiliser les anglicismes, ce qu'on appelle des compliance, c'est-à-dire des compliance officers, des officiers de conformité qui doivent vérifier la bonne marche et de tout cela. Comme disait la spécialiste que j'ai interrogée, rien n'est plus lâche qu'une banque, c'est-à-dire qu'ils vont s'assurer que vous n'êtes pas l'objet de campagnes de presse ou d'une image de marque dégradée. Vous avez des services, là encore, d'affreux anglicismes qui s'appellent Bad News Adverse Media. Donc, dès lors que un mouvement comme Academia Christiana ou Némésis fait l'objet d'une campagne de presse négative, tôt ou tard, vous allez passer sous le couperet de la banque. Et tout ça n'a pas grand-chose à voir avec l'État, même dans les cas où l'État français va lancer des procédures de dissolution d'associations. Il peut y avoir un lien indirect, par exemple, lorsque Tracfin, qui est un service de répression de Bercy, un service de renseignement, essaye d'avoir des renseignements auprès de votre banque. Mais là encore, Tracfin ne va jamais demander la clôture d'un compte. C'est pas du tout dans l'intérêt de Bercy qui veut vous surveiller que vous alliez mettre votre argent dans un autre pays ou qui perdent votre trace d'une manière ou d'une autre. Mais indirectement, le signal, les questions répétées que Bercy va poser à votre banque va pouvoir donner l'alerte à votre banque et les inciter en dernière instance à vous fermer ou en tout cas à serrer les vis. Et ça, on le rappelle, l'État n'a rien à voir là-dedans, c'est vraiment les banques par lâcheté, par excès de prudence. C'est la fin malheureusement.
Oui. C'est la fin de cette table ronde. On invite évidemment nos auditeurs à se procurer La dictature en marche, répression, censure, interdiction, dissolution d'Éléments, le dernier magazine d'Éléments. Vous voulez, François Bousquet, clôturer cette table ronde, notamment sur vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la fin du droit à la consommation, notamment, vous parliez de votre compte Google. On apprend que vous avez un compte Google quand même, François Bousquet. Non, Vous dépendez des GAFAM. Ouais, vous êtes obligé, malheureusement, pour des questions d'archivage et puis de drive, de connexion entre les ordinateurs, de passer par les GAFAM. Donc, oui, on est sous contrôle. Simplement, un mot sur les banques. Hein. Là aussi, on retombe sur du lawfare, donc sur du détournement légal. Parce qu'il y a, comme le rappelait Daoud, il y a une pyramide de normes, de règlements, etc. Mais vraiment, initialement, c'est pour surveiller le blanchiment d'argent et secondairement le financement du terrorisme hein. Et de l'islamisme en l'occurrence. Hein. Là, on en est très loin. Et parallèlement à ça, c'est qu'on place sur surveillance des comptes bancaires où il y a très peu de mouvements dits atypiques, hein, anormaux, inhabituels. Hein. Et parallèlement à ça, depuis 5 ans, la Nouvelle Librairie en a été victime. Hein, il y a une escroquerie, des escroqueries liées au virement bancaire, hein, de plus en plus nombreuses. Ça a triplé en 3 à 4 ans. Donc, ce qu'on demande à nos banques, hein, c'est de surveiller sur nos comptes hein, des mouvements inhabituels, des IBAN hein, qui sont à l'étranger. Ça veut dire que des escrocs sont rentrés dans votre boîte mail, hein, et sont en train de vous soutirer de l'argent. Ben non, ils préfèrent, comme le rappelait Daoud Bouguezala, se focaliser sur tous les alertes, hein, le bashing, le dénigrement à l'encontre de mouvements identitaires ou patriotes. Merci à vous, Daoud Bouguezala. Je rappelle que vous êtes journaliste chez Causeur. François Bousquet, vous restez avec nous. Éléments. Ça fait 2 fois. Oui. Je vais corriger ma fiche et on va corriger ça sur le site d'Éléments. Et François Bousquet, vous restez avec nous pour notre vidéo.